Là, on va partir sur une petite lecture du prologue, pour que vous voyez un petit peu de quoi ça parle. Hein. Attention, sortez les popcorn. Déjà, je sais que ça va être très bizarre, mais je vais parler de Eleanor Jardinier. C'est la fille de Sam Gamgee, qui ne s'appelle plus Sam Gamgee, mais qui s'appelle Sam Jardinier, après les événements du Seigneur des Anneaux. Sam gagne un nouveau nom de famille, voilà, depuis la fin des événements du Seigneur des Anneaux. Donc c'est Eleanor Jardinier, fille de Sam et Rosie Gamgee Jardinier, était enthousiasmée par la perspective de fêter ses 22 ans. Pour les adolescentes de la comté, rien de moins qu'un mariage n'était aussi excitant que le 21e anniversaire de sa naissance. Cela marquait le début de leur 22e année, lorsqu'elles devenaient officiellement éligibles pour être courtisées par les jeunes, et parfois les moins jeunes, célibataires ardents et pleins d'espoir, dont le nombre semblait soudain presque infini. Ils ne venaient pas juste de Hobbitbourg, mais des 4 coins de la comté. Certains disent que des hobbits se rendaient à cul-de-sac depuis des contrées aussi lointaines que Brie. Tout cela était sans doute dû à la grande année 1436. Cette année-là, c'est quand le haut roi Elessar des royaumes unis d'Arnor et de Gondor, la reine Arwen, les princesses Kélendrian et ses sœurs rencontrèrent Sam, son épouse l'inimitable Rosie et leurs 7 enfants. Ils rencontrèrent aussi le Thym Pérégrine Took, souverain du pays des Took, et son épouse Diamant et leur fils Faramir. Le maître Meriadoc Brandebook, souverain du pays de Book, son épouse Estella et leur fils Théoden et Boromir et leurs filles Priscilla et Esmeralda. Et bien d'autres hobbits de renom. Ils se réunirent pour une magnifique cérémonie au pont de Brandevin. Ce fut l'événement le plus grandiose dont un hobbit vivant puisse se souvenir. Et le roi confirma ses précédentes proclamations. Tous les royaumes habités par les hobbits étaient des terres libres sous la protection du sceptre du Nord. Sam, qui est maire à ce moment-là, donc le maire Sam et le Thane étaient ses conseillers personnels. L'entrée de la comté était interdite aux hommes, sauf autorisation du roi et de ses conseillers des royaumes du Nord, ou de leurs adjoints dûment désignés. La haute reine Arwen, née des elfes immortels, avait renoncé à son immortalité pour épouser son bien-aimé Aragorn, son nom connu était alors Elessar. C'était une femme sage et élégante, elle n'avait d'égal en beauté qu'Elanor, dont elle fit sa servante honoraire, parce que oui, Elanor devient dame de compagnie d'Arwen. Eleanor se lia d'amitié avec les princesses, notamment avec la princesse Kélendrian, sa proche aînée. Attention, on n'a pas le nom des filles d'Arwen et Aragorn. On a que Eldarion qui est fils aîné, et puis on a juste des filles. C'est-à-dire qu'on sait qu'il n'y a pas eu qu'une fille, mais qu'il y a eu plusieurs filles, mais on ne connaît pas le nom. Donc là, il nous donne le nom d'une des filles qui est Kélendrian. Voilà. Mais pour Eleanor, le clou des festivités fut le moment où Elessar drapa sur ses épaules la cape elfique grise anciennement portée par son père et la fixa avec une broche étincelante appelée l'étoile des Dúnedain. La rumeur disait que le fermoir avait été fabriqué par les nains d'Erebor et qu'elle était entièrement en mithril. Ce seul fait aurait fait de Sam le hobbit le plus riche de la comté, s'il ne l'avait pas déjà été. C'était un grand honneur pour le haut roi de reconnaître les hobbits et leur contribution à la libération des peuples de la Terre du Milieu pendant la guerre de l'Anneau. Après le festival, Elessar, sa famille, leurs invités et une importante troupe de Gondoriens parcoururent une centaine de kilomètres au nord jusqu'à la source de la rivière Brandevin, le lac Evendim. Il était bordé au nord par les mines Ouial, les collines du crépuscule de l'Eriador. Là, ils entreprirent la reconstruction de l'ancienne cité d'Anúminas, autrefois capitale du royaume d'Arnor. Les nouvelles sont peut-être lentes à circuler par ici, mais ce qui est arrivé est déjà arrivé, si vous voyez ce que je veux dire. Après cela, le pays de Took, le pays des boucs et les 4 quartiers ne furent plus jamais les mêmes lieux paisibles dont on se souvenait avant la guerre. Il fallait s'y attendre. Après tout, lorsque le haut roi de la Terre du Milieu débarque apportant des présents princiers et honorant tant des siens, on ne peut que le remarquer. Le prince héritier
Eldarion Telkontar, alors âgé de 16 ans, était resté au Gondor. Il vivait au palais d'Anor, à Minas Tirith, où il régnait en tant que régent. Guidé par le prince Faramir d'Ithilien, intendant et principal conseiller d'Elessar, Eldarion étudia les langues et l'histoire de ses sujets à partir d'anciens parchemins. Et certains disaient qu'il avait été instruit par des sages et des hauts elfes dans les arts, notamment de la fauconnerie, la philosophie et la guerre, ainsi que dans l'antique connaissance des anneaux de pouvoir. Il était donc clair pour tous qu'Elanor était une bonne affaire. Qu'Elanor était une bonne affaire. Alors là, je suis en train de me dire, pourquoi est-ce que ma traduction me fait ça? Attendez. Pourquoi est-ce que Elanor est une bonne affaire? Attendez. Parce que là, je suis allée voir ce qu'il est marqué en anglais. Parce que... Là... Mais oui, c'est that Elanor was a catch. Elanor was a catch. Donc oui, c'était un bon parti. C'est une bonne affaire. Elanor est un très bon parti. Voilà, Elanor est un très bon parti pour tous les hobbits qui veulent la demander en mariage suite à ça. Je comprends pas comment tu passes... je comprends pas pourquoi tu passes d'Elessar à ça, mais bref. Oula. Mais en fait, quand tu vois... Elle faisait du catch, non, dans ta face. Mais en fait, tu comprends pas. La structure du texte, là, est trop bizarre. Tu parles d'Eldarion qui a appris genre l'antique connaissance des anneaux, et puis après, là, la phrase n'a rien à voir. Il était donc clair pour tous qu'Elanor était un très bon parti. Un très bon parti. J'ai pas compris. Mais oui, c'est ça. C'est trop bizarre, le passage des deux. Donc... Outre les décorations de son père, par le haut roi pour ses exploits et les honneurs qu'elle avait elle-même reçus de la haute reine Arwen, Elanor était la plus belle hobbit qu'on ait jamais vue. Elle vivait avec sa famille au sommet de la colline, à cul-de-sac. Et ces tunnels apparemment sans fin étaient, disait-on, remplis de trésors. Et certains affirmaient même qu'ils provenaient de 3 générations de hobbits particulièrement aventureux. Eldarion veut pécho Elanor. Peut-être. Peut-être. Pépef, écoute. Peut-être que Eldarion va tomber amoureux d'Elanor. Mais elle épouse Fastred d'Île-Verte. Donc, il a sans doute respecté ça. J'ai vu le nom de Fastred dans la traduction. Donc, je sais que Fastred est là. Il y a du patrimoine chez Sam, on est bien d'accord. Donc, tout d'abord, dans ces 3 générations de hobbits, donc tout d'abord, il y a eu Bilbo, parti avec une compagnie de nains. Des rumeurs persistent encore aujourd'hui selon lesquelles ils combattirent et tuèrent un dragon, aussi improbable que cela puisse paraître. Pourtant, à la lumière des événements ultérieurs, on était plus aussi prompt à dénigrer ces récits insolites. Des sources moins crédibles affirment qu'ils revinrent le dos courbé sous des trophées de guerre, dont des têtes de trolls, et suffisamment d'objets magiques pour fonder une école de sorciers et des sacs de trésors transportés par plus de 300 nains. Une école de sorciers? D'accord. Ah. Coucou Léo comme pseudo, bienvenue. Des années plus tard, Bilbo disparut mystérieusement lors de sa propre fête d'anniversaire, un événement encore évoqué et débattu par ici. 17 ans plus tard, Frodo partit vivre ses propres aventures extraordinaires avec Sam, revenant encore plus riche. Peu après la naissance d'Elanor, parce que Elanor, elle naît un an, elle naît le 25 mars, un an pile après la destruction de l'anneau. C'est ça qui est fou. Donc, peu après la naissance d'Elanor, alors qu'elle était encore la fille unique de Sam et Rosie, Frodo lui-même disparut lors de sa dernière aventure avec Sam. Tous deux avaient voyagé jusqu'à l'ouest, jusqu'à l'océan. Là, ils furent accueillis par les anciens rois et reines des elfes. Sam les vit quitter définitivement la Terre du Milieu sur un navire blanc, quittant les Havres et voguant vers l'ouest. Ah, mais on n'est pas au bout de nos peines, hein. On n'est pas au bout de nos peines. Avec les sorciers, là. You're a wizard, Elanor. Si un humain s'accouple avec une hobbit, ça donne quoi physiquement? Je sais pas. Il s'est pas attaqué c'est Démétrius Olivarius. Oui. Oh, c'est trop mignon, j'adore. De retour chez eux, Rosie et lui se retrouvèrent avec les clés de cul-de-sac. Cela ne plut guère à la consternation renouvelée de nombreux Bessac et Saquet. Merci beaucoup,
Alors, je vois Ezastre et aussi Léo comme pseudo pour vous follow. Bienvenue en Terre du Milieu. Vous savez, hein, il y a les Bessac d'Escarcelles. Donc Lobelia, toujours pleine de regrets, et son fils Loto avait autrefois acquis les terres environnantes et le trou convoité lors d'une vente légale et honnête. C'était cette sombre époque des années auparavant où Frodo et Sam avaient été contraints de fuir la comté, poursuivis par les cavaliers noirs. Merry et Pépin les avaient rejoints lors de la Grande Guerre. Tous quatre endurèrent tortures et épreuves monstrueuses lors de leurs aventures à travers les royaumes d'Eriador, Eragon, Khazad-dûm, Lothlórien, Rohan, Fangorn, Gondor, Ithilien, Mordor. Pendant leur absence, des ruffians et demi-orques envahirent leur terre natale, conquérant la comté et réduisant les hobbits en esclavage. Pourtant, grâce au retour de Sam, de Frodo, de Pipin et Merry, le courage de leur peuple fut ravivé. À la tête de la fine fleur du hobbitisme, redoutable et inébranlable, les 4 voyageurs soulevèrent le peuple de la comté contre ses ennemis. Les attaquants et mi-orques furent mis en déroute à la bataille de Lezo en 1419, en Shire Reckoning, donc en compute de la comté. Libéré de sa prison, Lobelia apprit que malheureusement Loto avait été assassiné dans son lit à cul-de-sac, donc son fils. Elle revendit donc la maison à Frodo dans un état de délabrement lamentable, dont les réparations auraient coûté une fortune pour un peu plus ce qu'elle avait payé avec les intérêts. Une plaque sur le site de la bataille commémorait le nom de tous ceux qui avaient combattu pour la libération de leur patrie, à l'exception de Loto. Beaucoup pensaient que c'était lui qui avait laissé les ruffians arriver. La comté était enfin libérée du maléfique sorcier Saruman. Parce que oui, pour ceux qui ne savent pas, en fait, à la fin du Seigneur des Anneaux, quand l'anneau est détruit, en fait, il y a le sac, enfin le nettoyage de la comté qui est fait par Saruman. En fait, Saruman, qui n'a plus de pouvoir, va attaquer la comté avec des hommes, des Dunlandais, mais aussi des semi-orques. Donc, des sortes de races hybrides qu'il a créées, entre orques et hommes. Donc ils attaquent la comté et la comté est vraiment détruite, l'arbre des fêtes est détruit, les maisons deviennent des sortes de mini-usines, enfin c'est pour ça que quand ils reviennent de leur voyage, les hobbits doivent sauver la comté. Voilà. Tout ça, c'était une histoire à émerveiller les enfants, sauf que chaque mot était vrai. Il était autrefois considéré étrange pour un hobbit de quitter la comté, mais ces événements historiques inspirèrent la jeune génération. Cela nourrit leur ambition de s'engager un jour sur la route et d'entreprendre eux-mêmes de longs et dangereux voyages, même si peu le firent réellement. Ah oui, Brubraise. Tokarty, j'avoue que je suis scotchée de son toupet en tant qu'exercice intellectuel, je trouve ça fascinant. C'est fascinant, moi, je trouve. Hein. Là, il est en train de nous expliquer les appendices et même la fin, enfin, il reprend plein de trucs, quoi. Il remet les contextes du Seigneur des Anneaux, c'est terrible. Ils aspiraient à voyager vers des terres inconnues et à entrer dans l'histoire des rois, des reines, des sorciers, des dragons, des elfes et d'une multitude de bêtes maléfiques. Après avoir accompli des actes héroïques, ils jurèrent de revenir avec de nombreux trésors et de se retirer dans une vie de gloire et de loisirs. À l'exception d'Elanor. Bien qu'appréciant sincèrement l'amitié de la princesse Kelendrial et de ses sœurs, l'idée de paysages inconnus dans des contrées lointaines lui semblait peu attrayante. Elle possédait déjà à peu près tout ce qu'une jeune hobbit pouvait souhaiter. Une famille aimante, de grands amis et la perspective d'un avenir prospère et heureux. La dernière chose au monde qu'elle souhaitait était de tout quitter pour des gens inconnus et des contrées lointaines. Elle refusait même d'imaginer chevaucher sur des routes dangereuses, même si son père avait pris soin de lui apprendre à monter à cheval, et encore moins de marcher. Ou pire, courir, craignant pour sa vie. Non seulement cela lui semblait terriblement dangereux, mais cela l'aurait privé des visages amicaux et du confort de son foyer. Merci beaucoup à Lamarman pour le follow, bienvenue. Elessar retourna au Gondor après avoir passé 1 an avec ses hommes à reconstruire la cité d'Anúminas. Elle était désormais encore plus grandiose qu'autrefois. Cette année-là, Arwen et Rosie avaient accouché et la vie devint plus mouvementée. Au cours des 6 années suivantes, ses parents eurent 3 autres enfants.
Sa mère venait de lui annoncer qu'elle était de nouveau enceinte. Aussi heureuse qu'Elanor fut à l'idée que ses parents puissent accueillir un autre enfant dans leur grande et heureuse famille, elle se demandait si peut-être trop était trop. Elle avait déjà 11 frères et sœurs. Elle ne comprenait pas leur besoin d'en avoir toujours plus. Elle aimait tous les membres de sa famille, mais les tunnels de cul-de-sac n'étaient pas aussi infinis qu'on le croyait. Quand elle était petite et n'avait que 2 ou 3 frères et sœurs, les couloirs semblaient encore spacieux. Et à la mort de son grand-père, donc Amphas Gamgee, son père ajouta un trou au leur, acheta les autres et rebaptisa la colline entière, propriété exclusive et étendue de cul-de-sac. Sam et Rosie ont 13 enfants. Elanor avait fièrement accueilli la reine Arwen et les princesses royales dans les nombreux trous nouvellement reliés et bien aménagés de leur vaste et somptueuse demeure. Mais après tant d'enfants et la perspective d'un autre, malgré tous ces ajouts, la maison commençait à être un peu étroite. Pour couronner le tout, les prétendants potentiels, anticipant la concurrence acharnée qui s'ensuivrait immanquablement après les 22 ans d'Elanor et préférant renoncer à l'aventure pour se rendre directement au trésor de cul-de-sac, avaient décidé de prendre les devants. Nombre d'entre eux étaient déjà venus, frappant à la grande porte ronde de cul-de-sac. Ils arrivèrent sans prévenir, vêtus de vêtements mal ajustés et trop formels, le visage couvert de sueur. Invariablement, ils apportaient des cadeaux inappropriés et ridiculement chers. Et aucun ne lui plaisait. Et elle ne prenait aucune de leurs propositions très au sérieux. Donc on était au moment où plein de prétendants arrivent chez les jardiniers Gamgee Choumine. Voilà. Et donc aucun ne plaisait à Elanor et elle ne prenait aucune de leurs propositions au sérieux. Et la situation devint si agaçante que Sam posta un garde en permanent en bas du chemin menant à la porte de la colline. Et cela ne posait aucun problème à Elanor. Elle se sentait encore bien trop jeune pour commencer à courtiser les vauriens des 4 quartiers et encore moins jeune pour se marier et quitter sa famille. Coucou Nora. Peut-être que j'ai joué à Tales of the Shire, ça dépend le temps qu'il y a. Là, je lis cette fanfiction totalement lunaire que tu vois. Là, voilà. Celle qui est attaquée en justice. Amazon. Voilà. C'est des projets à perte, mais oui, voilà. Et ah oui, la série Warhammer avec Henry Cavill. Il restait encore beaucoup à faire sur le livre rouge. Et il n'y avait pas une colline, un trou ou une maison dans les terres qu'elle avait visitées, ni aucune dont elle avait entendu parler qui l'attirait plus que cul-de-sac. Pourtant, alors qu'elle était encore toute jeune, son père avait emmené toute la famille pour des vacances merveilleuses. Ils avaient voyagé vers l'ouest, au-delà des hauts plateaux, avaient croisé par hasard une autre famille de hobbits, les Îles Vertes. Le chef du clan était un vieux hobbit respectable nommé Folkred, que tout le monde appelait Ed. Lui et sa femme, Ewarcia, que tout le monde appelait Alice, avaient impressionné ses parents par leur connaissance en navigation, notamment navale. Et ils les enseignaient à leurs enfants, en particulier à leur fils aîné, Fastred. Ah voilà, ça c'est le futur époux d'Elanor. Elanor avait également été impressionné par Fastred, mais ils étaient bien trop jeunes pour se considérer autrement que comme des amis. Lorsqu'ils atteignirent les royaumes elfiques de Lindon, ce fut au tour des îles vertes d'être impressionnés. Le seigneur elfique Círdan les accueillit à Mithland. C'était le port sud des villes elfiques jumelles, les Havres Gris. Elles étaient situées sur les rives opposées du golfe de Lune, à l'embouchure du fleuve. Círdan organisa un somptueux festin en l'honneur de son père, qu'elle baptisa porteur de l'anneau. Ah, bah, il y a Círdan est là. Voilà, c'est... Le lendemain, son principal conseiller, le seigneur elfique Galdor des Arbres et des Havres, leur fit visiter le pays et le port. Parmi les nombreuses merveilles, Elanor avait été particulièrement impressionnée par 2 magnifiques statues. Celle du palais avait été sculptée par Dame Drendelen, une elfe aux cheveux roux. Elle vivait à Faucombe et était la plus grande sculptrice de la Terre du Milieu. Oh mais la suite! Sa grand-mère, Dame Nerdanel, vivait de l'autre côté de l'océan? À Valinor? Veuve du légendaire forgeron et maître artisan elfique, seigneur Féanor, elle était la plus grande sculptrice d'Arda.
De qui? De qui? Ah, mais je veux savoir! Mais de qui? Descendant des Fernand, mais la fille duquel... Mais oui! What the fuck? Exactement, Arlette. Oh, mais oui, Maglor! Ah, mais Maglor? Ah, mais Totos... Oh, mais oui, potentiellement! Oh! La sculpture de Drandelen représentait l'ancien haut roi elfique Gil-galad brandissant sa lance enchantée à Aeglos, probablement contre les orques. L'expression de fureur sur son visage, la tension dans les bras de marbre et la perception figée des bras de Gil-galad brandissant sa puissante lance de guerre étaient époustouflantes. Au port se trouvait une autre statue, chef-d'œuvre de Dame Nerdanel. Elle avait été sculptée à Valinor et expédiée à Númenor par les Eldar, les elfes de Tol et Resea. C'était l'un de leurs plus précieux cadeaux. Cadeau donné aux Edain, les hommes les plus sages et les plus forts de Terre du Milieu. Nombre de statues de Nerdanel avaient été rapportées de Númenor par Elendil, le premier haut roi des royaumes núménoréens en exil. Lui et ses fils Isildur et Anarion fondèrent les royaumes d'Arnor et de Gondor après que leur île continent fut englouti par les mers. La statue de Nerdanel représentait le légendaire capitaine elfique, le seigneur Earendil. Sa cape flottant au vent, il représentait... Voilà. Il monta sur la proue de son navire, tenant à la main la gemme éblouissante du Silmaril, l'une des 3 pierres forgées par Fëanor. On est d'accord que la statue aussi, elle est à Númenor, hein? Mais c'est fou, hein? Maintenant, c'est sûr qu'Amazon n'a pas pour péture, possible qu'ils aient lu plus de 2 pages. Ah non, mais c'est possible, hein, c'est possible. Pour une fois que je tombe sur vous pensez quoi ici de la série? Point d'exclamation série, Jar Jar Binks si tu veux avoir. Sur Goodreads, le livre a 1,4 étoiles. Mais c'est terrible. Mais c'était... En fait, je trouve ça... En fait, je trouve ça lunaire. En fait, ça me fait beaucoup sourire. J'adore. Voilà. Donc on parle d'Earendil, hein, une statue. Hein. Earendil rapporta donc le Silmaril à Valinor pour implorer l'aide des Valar contre Morgoth, le maléfique seigneur des ténèbres qui détruisait la terre du milieu et asservissait son peuple. Les Valar acceptèrent de l'aider et retournèrent avec lui. Ah ça, c'est pas sûr. Hein. Menant la terrible guerre de la colère. Habilitant Earendil à piloter son navire à travers les cieux, il y tua le père de tous les dragons géants, Ankalagon le Noir, et remporta la victoire. En récompense de son héroïsme, les Valar le placèrent, lui et son navire, et son Silmaril, haut dans le ciel comme l'étoile la plus brillante des cieux. Galdor expliqua que Nerdanel était considérée comme la plus grande sculptrice de tous les temps, car l'équilibre et les formes de ses compositions atteignaient la perfection. Même Drandelen n'avait pas su saisir la majesté de ses sujets aussi bien que sa grand-mère. Les statues de Nerdanel étaient aussi des visions idéalisées et parfaites. Elle a réalisé ce qu'aucun artiste n'avait jamais réussi. Elle a saisi l'idéal. Bien que tout aussi habiles, les statues de Drandelen étaient pleines de défauts. Il ne s'agissait pas d'erreurs de sculpture, mais d'imperfections affectant les personnes et les objets qu'elles modelaient. C'est terrible. On est qu'au prologue. Galdor montra la sueur sur le visage de Gil-galad, les imperfections et les cicatrices sur sa peau, les bosses et les déchirures de son armure, les cheveux égarés sur sa tête et les fils de marbre qui pendaient de ses vêtements de marbre. Certains affirmaient que les défauts étaient dus à Drandelen, ils n'avaient pas leur place dans des représentations. Qui offrirait des pierres précieuses fêlées, des bacs cabossés ou des peintures abîmées par des coups de pinceau mal placés. D'autres n'étaient pas d'accord et ils affirmaient que Drandelen n'avait jamais commis d'erreur, tout comme sa grand-mère. Les imperfections méritaient d'être représentées parce qu'elles étaient réelles. Vers la fin de sa visite, Galdor les emmena à la plus occidentale et la plus haute des trois citadelles blanches, la tour d'Elostérion. S'élevant au sommet d'une colline, elle surplombait la mer au loin.
Lentement, ils gravirent le long escalier en colimaçon jusqu'à la grande salle tout en haut. Ils découvrirent qu'elle était remplie d'œuvres d'art, d'or, de bijoux, de livres et d'autres richesses elfiques. Les murs étaient tapissés de vitrines abritant d'anciens héritages et des trésors secrets. Elanor trouva 2 statues de chaque côté de la pièce particulièrement frappantes. Celle de Nerdanel représentait le seigneur Féanor se levant de son établi. De sa main gauche, il soulevait la première de ses 3 gemmes éblouissantes, le Silmaril. La statue de Drendelen représentait le petit-fils de Féanor, le maître artisan elfique seigneur Celebrimbor. On pouvait dire son cousin, hein, sinon. Autrefois, roi d'Arlindon et d'Erregion, il levait son marteau au-dessus de son enclume, dans les pinces qu'il tenait de l'autre main. Il forgeait l'un de ses nombreux anneaux de pouvoir. Galdor désignait le grand pilier de marbre blanc vide délimité par des cordes au milieu de la pièce. Il y avait autrefois abrité un palantir aux pierres de vision. Il y en avait 7 rapportés par Elendil de Númenor, parmi les nombreux que Féanor avait forgés en Valinor. Dans cette même chambre, Elendil lui-même, surnommé le Bel, tout comme Elanor, pouvait, lorsqu'il était tourné vers l'ouest, contempler le palantir et voir l'océan au-delà. Là, il contemplait les souverains de Valinor, Manwë et Varda, assis sur leur trône élevé dans le palais d'Ilmarine au sommet de l'Amon-Ouilos, la plus haute montagne d'Arda. Elanor était éblouie, non seulement par les trésors et les visions décrites par Galdor, mais aussi par une affinité soudaine, totalement infondée, qu'elle savait qu'elle ne pouvait s'empêcher de ressentir lorsqu'on mentionnait le haut roi Elendil. Ses frères et ses sœurs se moquèrent d'elle. Mais Fastred dit qu'il ressentait lui aussi une affinité avec Elendil le marin, et cette terre étrange et magnifique. Fastred confia qu'en secret, il aspirait un jour à vivre dans un endroit aussi beau que ces collines verdoyantes, afin de pouvoir naviguer sur l'océan comme Elendil l'avait fait. Dazitech PC, merci beaucoup pour le follow, bienvenue. Alors, c'est marrant parce que vraiment des hobbits qui vont sur la mer, c'est pas courant. Et bonsoir Fergus Roderick MacLeod, comment ça va? Et bonsoir Dazitech, merci encore pour le follow et bienvenue à toi. De toutes les belles personnes qu'Elanor ait jamais rencontrées et de toutes les choses merveilleuses qu'elle ait jamais faites, c'était cet été magique de son enfance avec Fastred à l'ouest de la Terre des Milieux parmi les elfes dont elle se souvenait le plus tendrement et auquel elle aspirait secrètement à retourner un jour. Donc ça, c'était le prologue. Question! Vous voulez qu'on lise le chapitre 1? Les hobbits en grande majorité ne savent pas nager, et pas tous. Hein. Ah mais ça dit oui, bingo! Oulala, c'est pas fameux déjà. Ah mais... Là, j'ai moite-moite. Bon, en vrai, moi, je m'amuse bien. Hein. Et pendant qu'on y est... Mais franchement, je trouve ça... Franchement, je serais capable de lire tout le bouquin en live. Pas aujourd'hui, hein. Mais je serais capable, franchement, on se dit, allez, Mais ça fait mal, je suis entièrement d'accord. J'avoue que là, je l'avais pas vu. J'avais pas vu venir. Parce que j'ai vite regardé si la traduction était quand même correcte. Voilà. Mais il est plus en vente, un PPF. Hein. Donc, le trouver, c'est par des